Bon, bonjour, on va voir le cours de bioénergétique. Voilà, je vous présente le plan suivant. Premièrement, introduction. Deuxièmement, les méthodes de mesure de l'énergie ou la calorimétrie. Troisièmement, on va voir la signification, c'est quoi le métabolisme de base. Et comme grand 4, on va voir les facteurs de variation physiologique des dépenses énergétiques. Premièrement, on va commencer par une introduction. La bioénergétique, elle étudie l'origine et le devenir de l'énergie au niveau de l'organisme. L'énergie, il faut savoir que l'énergie, c'est un terme utilisé pour désigner toutes les formes de travail et de chaleur. L'homme utilise l'énergie chimique contenue dans les glucides, lipides et protides, apportés bien sûr par l'alimentation. La production de l'énergie nécessite deux éléments indispensables et indissociables, à savoir l'oxygène et la matière organique d'origine alimentaire, à savoir les glucides, lipides et protides. Cette énergie chimique est habituellement stockée sous forme de molécules énergétiques qui est l'adénosine triphosphate, autrement dit c'est l'ATP. L'énergie produite est utilisée dans 20% des cas pour le fonctionnement de l'organisme, d'où la notion du rendement, et dans 80% qui reste pour la production de la chaleur, d'où la notion du métabolisme thermique. Concernant l'énergie utilisée dans le fonctionnement ou le rendement de l'organisme, on peut citer quelques exemples. Par exemple, dans le travail mécanique comme la contraction musculaire, la contraction musculaire consomme de l'énergie, ou l'ATP, pour assurer le travail mécanique de l'appareil locomoteur. Un deuxième exemple, comme pour assurer un travail électrique, comme la genèse des potentiels membranaires, comme au niveau des pompes sodium-potassium ATPase, qui consomment de l'énergie pour participer à la genèse du potentiel membranaire de repos nécessaire pour la transmission électrique de l'information. Un troisième exemple, par exemple dans un travail chimique, comme au niveau synaptique, par la synthèse de nouvelles molécules nécessaires à la transmission de l'information nerveuse, par l'intermédiaire des récepteurs ou d'un récepteur métabotrope, de la membrane bien sûr postsynaptique, autrement dit récepteurs liés à la protéine G, qui forment une triade récepteur protéine G effecteur comme l'adénylate cyclase. Une fois ce récepteur est activé par son propre neurotransmetteur, il va activer la protéine G et par la suite cette protéine G va activer l'enzyme adénylate cyclase. Cette dernière va dégrader la molécule d'ATP en AMP cyclique. Cet AMP cyclique forme ce qu'on appelle le second messager qui va continuer la chaîne de réaction intracellulaire, aboutissant bien sûr à l'activation d'un canal ionique et par la suite à l'origine bien sûr à une réponse ionique et électrique après l'activation de ces canaux ioniques. Deuxièmement, les méthodes de mesure de l'énergie ou la calorimétrie. L'énergie fournie sous forme d'énergie chimique par les aliments, au contenu dans les aliments, appelée l'énergie métabolisée ou produite par les substrats. Et l'énergie dissipée sous forme de chaleur, de travail mécanique, osmotique, etc., c'est l'énergie dépensée ou utilisée. Qui peut être sous forme d'un travail plus chaleur. Il faut savoir que l'énergie métabolisée est égale à l'énergie dépensée. La calorimétrie, c'est quoi? Elle est la mesure de la quantité d'énergie utilisée par un organisme vivant, ce qui permet une évaluation globale de son fonctionnement. L'unité de mesure est la kilocalorie. Il faut savoir que 1 kilocalorie représente la quantité d'énergie qui permet l'élévation de la température de 1 kg d'eau de 15 à 16 degrés Celsius. Et 1 kilocalorie est égal à 4,185 kJ.
la calorimétrie se fait d'une façon directe et indirecte. C'est-à-dire qu'il y a des méthodes de mesure directes et des méthodes indirectes. Pour la calorimétrie directe, elle cible ou elle mesure l'énergie dépensée pendant un travail. L'énergie dissipée apparaît sous forme de chaleur, donc la mesure de la dépense énergétique revient à mesurer la chaleur dégagée. Il y a plusieurs techniques de mesure. On va prendre comme exemple la technique la plus connue, qui est la calorimètre la technique de Lavoisier, ou la calorimètre de Lavoisier. Elle consiste à quoi? Un sujet est mis dans une chambre isolante, dont les parois sont parcourues par un circuit d'eau avec un débit, dans lequel on mesure la température d'eau à l'aide de deux thermomètres, un thermomètre à l'entrée appelé T1 et un thermomètre à la sortie appelé T2. À la suite d'un effort physique, le sujet va produire de l'énergie qui est sous forme d'une chaleur, bien sûr, qui va être transférée à l'eau, entraînant l'élévation de sa température. On mesure cette énergie dépensée ou dégagée sous forme de chaleur, bien sûr, par le calcul de la différence de température d'eau entre T1 et T2. Puis on va faire la conversion de cette énergie cette énergie thermique en kilocalories, sachant que 1 kilocalorie correspond à l'élévation de la température de 1 kg de 15 à 16 degrés Celsius pour 1 kg d'eau. Deuxièmement, la calorimétrie indirecte. Elle mesure ou elle cible l'énergie métabolisée ou l'énergie contenue dans les substrats ou les aliments par la méthode de calorimétrie alimentaire. Il y a plusieurs exemples. On va citer l'exemple le plus connu qui est l'expérience de la bombe calorimétrique. Elle consiste à utiliser une préparation faite d'une boîte fermée dans laquelle on met une matière organique, par exemple glucides, lipides ou protéines, à des mesures connues bien sûr, à un point connu, et de l'oxygène à haute pression relié à un dispositif de mise à feu. Cette préparation baigne dans l'eau dans lequel on place un thermomètre. Cette expérience consiste à une combustion complète de la matière organique. Par exemple, on peut utiliser l'expérience, on peut faire plusieurs types d'expériences, et chaque fois, on utilise une matière organique à des poids connus. Par exemple, on peut commencer par les lipides, puis protéines, puis glucides. Cette expérience, bien sûr, consiste à une combustion complète de la matière organique qui donne bien sûr de la chaleur qui va être dégagée vers l'eau, bien sûr, entraînant l'élévation de la température, de sa température, et qui va être mesurée, bien sûr, à l'aide d'un thermomètre. Puis on peut faire la conversion de cette énergie thermique dégagée en kilocalories, de la même façon par rapport à l'expérience précédente. L'énergie
résultante est dite théorique. Sa valeur est la suivante pour chaque gramme de nutriments. 1 gramme de glucides donne 4,1 kilocalories. 1 gramme de protéines donne 5,7 kilocalories. 1 gramme de lipides donne 9,3 kilocalories. Mais il faut savoir que dans l'organisme, les valeurs énergétiques des nutriments sont différentes des valeurs théoriques. Pourquoi? À cause de deux facteurs. À cause de l'absorption intestinale des nutriments qui est partielle, ainsi que le nutriment protéique est brûlé partiellement dans l'organisme comparativement aux deux autres nutriments. Ceci à l'origine des valeurs énergétiques dites réelles. Donc, 1 g de glucides donne 4 kilocalories, 1 g de protéines donne 4 kilocalories et 1 g de lipides donne 9 kilocalories. Il faut savoir que la ration alimentaire est la quantité et la nature d'aliments qu'une personne doit consommer en un jour afin de subvenir aux besoins de son corps. Elle correspond à l'ensemble des repas et de collations d'une journée. La connaissance du poids de chaque nutriment dans les entrées alimentaires de 24 heures aux rations caloriques permet donc de calculer l'apport énergétique pratique qui leur correspond. Bien sûr, en se référant à l'expérience précédente, au résultat de l'expérience précédente, dont la somme constitue la ration calorique Q. Q est égal 4, poids du glucide plus 4, poids du protéine et plus 9, poids des lipides en kilocalories. On peut prendre un exemple. Pour une ration alimentaire composée de 300 g de glucides, 100 g de lipides et 150 g de protéines, la ration calorique en kilocalories d'un sujet Q est égal 4 fois 300 plus 4 fois 150 plus 9 fois 100, alors, au total est égal à 2700 kilocalories. Troisièmement, le métabolisme de base. C'est quoi le métabolisme de base? Il faut savoir que la dépense énergétique de l'organisme est décomposée en deux parties. On a la dépense de fonctionnement et la dépense de fond. La dépense de fonctionnement est la somme de toutes les dépenses liées à l'activité musculaire, à l'activité physique, à la thermorégulation et à la thermogénèse alimentaire post. Il faut savoir que la thermorégulation, c'est la régulation de la température corporelle par des mécanismes régulateurs physiologiques face aux variations de la température extérieure. Pour la thermogénèse alimentaire postprandiale, c'est la genèse d'une température après chaque repas. La dépense de fond, par le métabolisme de base bien sûr, il s'agit de la quantité d'énergie utilisée pour le maintien de la vie végétative. Autrement dit, c'est la dépense énergétique minimale pendant l'état de repos. Elle est fortement liée au fonctionnement des organes de vie, cerveau, cœur, poumons, reins, etc., foie, etc., qui demeurent constamment en activité dans les conditions basales aux conditions de repos. Elle se mesure en kilocalories par mètre carré de surface corporelle par heure. Il faut savoir qu'il y a des conditions standardisées de mesure de métabolisme de base. Le sujet doit être éveillé. Deuxièmement, restriction alimentaire depuis 12 à 16 heures. Repos total avec détente et relaxation musculaire depuis au moins 30 minutes en décubitus dorsal et une neutralité thermique, à savoir absence de lutte contre le chaud et le froid, ce qui correspond à une température ambiante est égale à 21 degrés Celsius. Pour les valeurs du métabolisme de base et variations physiologiques, le métabolisme de base est égal à 40 kilocalories par mètre carré par heure chez le jeune adulte sain de sexe masculin. Le métabolisme de base diminue chez la femme par rapport à l'homme
il augmente chez elle pendant la grossesse, l'allaitement et il diminue après la ménopause. Il augmente de la naissance jusqu'à l'âge de 1 an, puis il diminue progressivement pour augmenter au moment de la puberté. Quatrièmement, les facteurs des variations physiologiques des dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques sont variables selon les situations physiologiques suivantes: l'activité physique, l'activité musculaire, la thermorégulation et la thermogénèse post-alimentaire postprandiale. On va commencer par l'activité physique. La dépense énergétique augmente au cours de l'activité physique en fonction de l'intensité et de la durée de l'exercice. Par exemple, pour un sujet alité, il dépense 25 à 30 kcal par heure. Pour un sujet qui est en train de faire un exercice léger, il peut dépenser entre 35 à 40 kcal par heure. Pour un exercice modéré, il dépense entre 40 à 45 kcal par heure. Pour un effort peu intense, 45 à 50 kcal par heure. Pour un effort intense, entre 50 à 60 kcal par heure. Deuxièmement, la thermorégulation. L'être humain est homéotherme, c'est-à-dire que la température de son corps est pratiquement stable face aux variations de la température ambiante. Cette stabilité est possible grâce à la mise en jeu de plusieurs mécanismes physiologiques régulateurs de la température corporelle. Ces mécanismes sont de nature différente et ils sont épuisables. Les mécanismes de la thermorégulation, on a plusieurs mécanismes par rapport aux deux situations, froid et au chaud. Pour le froid, l'homme lutte contre le froid par la thermogénèse ou la production de la chaleur. Comment ? Par l'augmentation du fonctionnement de la glande thyroïde, sachant que la glande thyroïde libère l'hormone thyroïdienne qui stimule la glycolyse oxydative au niveau cellulaire en ciblant plusieurs tissus et par la suite il va y avoir la production de la chaleur. Par les frissons, ce sont des activités musculaires involontaires dont la totalité de l'énergie dépensée est transformée en chaleur. Et également par la vasoconstriction des vaisseaux cutanés, surtout des extrémités, afin de redresser le sang chaud des extrémités vers les organes vitaux, à savoir cœur, poumon, cerveau, afin de garder leur fonctionnement stable grâce aux conditions climatiques face aux conditions climatiques pénibles. Deuxièmement, au chaud, l'homme lutte contre l'élévation de la température ambiante en diminuant la thermogénèse. Comment ? Par la production du fonctionnement de la glande thyroïde et en augmentant la thermolyse. Comment ? Par la sudation et par la vasodilatation des vaisseaux. Troisièmement, la thermogénèse alimentaire postprandiale. C'est une dépense énergétique supplémentaire de plusieurs heures qui fait suite à la prise alimentaire. Elle apparaît obligatoirement sous forme de chaleur. C'est-à-dire, c'est une énergie dépensée sous forme de chaleur. Elle fait suite à la prise alimentaire et elle peut durer plusieurs heures. Ce supplément d'énergie est appelé aussi action dynamique spécifique des aliments ou extra-chaleur postprandiale. Elle est fortement liée au travail métabolique, aux réactions chimiques ciblant bien sûr la dégradation des aliments. Cette énergie est non utilisée pour les phénomènes de thermorégulation ni pour les phénomènes de rendement ou du fonctionnement corporel. Sa valeur se varie en fonction de la nature du nutriment. Elle est plus importante pour les protéines, faible pour les graisses. Voilà, le cours est terminé, je vous remercie.